J'ai vendu ma maison de campagne et j'ai acheté un appartement dans le centre de Paris, comme en rêvait mon mari bien-aimé. Le jour même, il m'a remis les papiers du divorce, ainsi que la demande de partage des biens. Mais, en arrivant dans le nouvel appartement, ce salaud est resté figé de stupeur face à ce qu'il a vu. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci et bonne écoute. Céline se tenait à la fenêtre de son bureau, et elle regardait les tilleuls qu'elle avait elle-même plantés, il y a 10 ans. La maison de campagne, située à Rambouillet, lui venait de sa tante Claudine. C'était la seule personne qui avait cru en son talent de restauratrice, à une époque où tous les autres se moquaient d'elle. La tante ne lui avait pas seulement laissé une maison, mais l'atelier de ses rêves. Il y avait de hauts plafonds et d'immenses fenêtres, par lesquelles la lumière affluait, idéale pour travailler les meubles anciens. Aujourd'hui, elle avait 43 ans, et elle avait appris à faire confiance à son intuition. C'est précisément pour cette raison que ce bout de papier, tombé de la poche de la veste de Laurent, l'avait mise en alerte. La carte de visite était très simple, un carton blanc, des lettres noires. Maître Marie Rousseau, avocate. Spécialisation, procédure de divorce et partage des biens. Céline ramassa la carte sur le sol de l'entrée, puis elle l'examina pendant quelques secondes. Laurent était un avocat d'affaires, il travaillait sur des contrats et des fusions d'entreprises. Les affaires de divorce ne correspondaient absolument pas à son profil. Elle replaça la carte dans la poche de la veste, en lissant soigneusement le tissu. Son cœur battait régulièrement, ses mains ne tremblaient pas, et il n'y avait aucune panique. Seulement une clarté froide et lucide. Le soir, Laurent rentra tard, sentant la pluie et le café. Il l'embrassa sur la tempe, retira ses chaussures, et suspendit sa veste au dossier d'une chaise. « Je suis fatigué comme un chien, les négociations se sont éternisées. » Céline hocha la tête, tout en remuant la soupe sur la cuisinière. La veste était suspendue à 2 mètres d'elle. Laurent la prit, puis se dirigea vers la chambre. Elle le suivit du regard. Peut-être qu'elle se trompait ? Peut-être qu'un collègue lui avait demandé de recommander un avocat ? Peut-être était-ce juste une coïncidence ? Mais Céline avait vécu assez longtemps pour savoir une chose, les coïncidences n'existent pas. Les 3 jours suivants, elle l'observa attentivement. Laurent se comportait comme d'habitude, il partait au travail à 8 heures du matin, rentrait vers 19 heures, et, le samedi, il jouait au tennis avec un ami. 11 années de mariage lui avaient appris à déchiffrer son humeur dans les moindres détails. La façon dont il pliait son journal, comment il tenait sa tasse, ou la manière dont il fronçait les sourcils en regardant son téléphone. Quelque chose avait changé. Il était devenu plus distrait, il se perdait souvent dans ses pensées, le regard fixé dans le vide. Et surtout, son téléphone était désormais toujours posé, l'écran face contre la table. Le samedi, il regardait un film, une sorte de comédie sur un couple marié qui déménageait dans le centre d'une grande ville. Céline avait déjà oublié l'intrigue vers le milieu du film, mais elle retint un détail marquant. Laurent déclara soudainement, sans quitter l'écran des yeux. « Tu sais, vivre dans le centre de Paris, c'est vraiment une toute autre qualité de vie. » Elle se retourna. Il regardait toujours l'écran, mais son regard était absent. « Pourquoi dis-tu ça tout d'un coup ? » Comme ça, je réfléchis. Toute la culture est à portée de main, le travail est tout prêt, et il n'y a plus besoin de perdre du temps dans les transports. Et puis, de toute façon, c'est prestigieux. Céline garda le silence. Jamais auparavant Laurent n'avait parlé de déménager. Il aimait leur maison, il adorait bricoler dans le jardin le week-end. Bien sûr, il se plaignait parfois des moustiques, mais il répétait toujours, avoir sa propre maison, c'est la liberté. Nous en avons toujours rêvé, tu t'en souviens, ajouta-t-il, les yeux toujours rivés sur l'écran. Non, elle ne s'en souvenait pas. Il n'avait jamais rêvé de cela. Laurent, tu es sérieux ? Mais non, je réfléchis juste à voix haute, n'y fais pas attention. Mais elle y prêta attention. La carte de visite de l'avocate et cette conversation formaient désormais un tout, encore flou, mais déjà perceptible. Le lundi, Céline travaillait à la maison.
Elle restaurait une commode du XVe siècle pour une cliente parisienne, un travail minutieux qui exigeait une concentration totale. Elle avait enlevé l'ancien vernis, poncé le bois, et elle préparait la surface pour la finition. À l'heure du déjeuner, le téléphone de Laurent sonna. Il l'avait oublié dans la cuisine. C'était une rareté, car, d'habitude, il ne s'en séparait jamais, pas même sous la douche. Céline s'essuya les mains et jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un message de Maître Marie Rousseau. Tout se déroule comme prévu. Il reste à patienter quelques mois. Dès que vous aurez acheté le bien immobilier sous le régime du mariage, nous déposerons immédiatement le dossier. Céline relut le message 2 fois. Le téléphone, dans sa main, lui semblait bien plus lourd qu'il ne l'était en réalité. Dès que vous aurez acheté. Nous déposerons immédiatement le dossier. Elle prit une photo de l'écran avec son propre téléphone, puis elle reposa délicatement l'appareil de son mari sur la table. Elle retourna vers la commode, reprit son papier de verre, et continua son travail. Ses mains bougeaient de façon automatique, tandis que ses pensées filaient à une vitesse folle. Un plan. Il avait un plan. Il voulait qu'ils achètent quelque chose ensemble, pour ensuite demander le divorce et partager le patrimoine. La maison de campagne était sa propriété exclusive, acquise avant le mariage. Elle ne pouvait pas être divisée. Mais, s'ils achetaient un appartement à Paris, et qu'ils le mettaient à leurs 2 noms pendant le mariage, cela deviendrait un bien commun, acquis conjointement. Céline posa le papier de verre et ferma les yeux. 11 ans. Pendant 11 ans, elle avait cru connaître cet homme. Le soir, quand Laurent rentra, elle l'accueillit comme d'habitude. Il attrapa son téléphone sur la table, vérifia rapidement l'écran, puis se détendit. Comment ça avance avec la commode? Ça avance bien. Demain, je commence à appliquer le vernis. Il hocha la tête, ouvrit le réfrigérateur, et sortit une bouteille d'eau minérale. Écoute, j'ai regardé quelques annonces. Il y a de très beaux appartements dans le centre. On pourrait peut-être aller visiter ce week-end? Juste comme ça, par curiosité. Céline mettait la table, un couteau à la main, coupant des tomates sur la planche. Pourquoi faire des visites, si nous n'avons pas l'intention de déménager? Eh bien, pourquoi pas? On peut toujours y réfléchir. La maison demande un entretien constant, et en hiver, ce n'est pas toujours facile de venir jusqu'ici. À Paris, ce serait tellement plus pratique. Mais je me sens bien ici. Céline, ne sois pas si conservatrice. Allons au moins jeter un œil, ça pourrait te plaire. Elle coupa les tomates en rondelles parfaites. Le couteau était très tranchant, elle l'avait aiguisé la veille. D'accord, allons voir. Laurent sourit, l'air satisfait. Parfait. Je t'enverrai quelques annonces. Les 2 semaines suivantes, il revint sur le sujet de Paris, avec prudence mais insistance. Il lui montrait des articles sur la hausse des prix de l'immobilier dans le centre. Il racontait que son collègue Antoine avait acheté un appartement dans le Marais, et qu'il en était ravi. Il évoquait la commodité des infrastructures et la proximité des théâtres. Céline écoutait, hochait la tête, et posait parfois des questions. Il ne forçait rien, il laissait simplement l'idée faire son chemin en douceur. Un vrai professionnel. Le vendredi soir, alors que Laurent prenait sa douche, Céline s'approcha de son ordinateur portable. Il l'avait laissé ouvert sur la table de la cuisine. Encore une négligence, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Sur l'écran, il y avait un tableau Excel, divisé en 3 colonnes, la valeur de la maison, le prix potentiel de l'appartement à Paris, et sa part à lui lors du partage. La maison était estimée à 1,8 million d'euros. L'appartement, l'achat prévu, à 2 millions. Lors du divorce, il récupérerait 1 million, plus la moitié de la vente de la maison, soit 900 000 euros. Le total s'élevait à 1,9 million d'euros. Dans le coin du tableau, il y avait une date, mars de l'année suivante. Céline ferma l'ordinateur. Le bruit de l'eau, dans la salle de bain, s'arrêta. Elle se leva, alluma la bouilloire, et sortit les tasses. Quand Laurent apparut, en s'essuyant les cheveux avec une serviette,
elle versait l'eau bouillante. Tu veux du thé? Oui, merci. Ils burent leur thé dans la cuisine. Dehors, la nuit tombait, et le vent pliait les branches des tilleuls. Laurent lui parla de ses problèmes au travail, et de son patron qui exigeait l'impossible. Céline écoutait, lui resservait du thé, regardait son visage, et se demandait à quel moment précis il avait pris la décision de la trahir. Le samedi, ils reçurent des invités, Victor et Jeanne, des amis de Laurent depuis l'université. Victor travaillait comme agent immobilier, et Jeanne était dentiste. C'était un couple ordinaire, qu'ils voyaient 3 ou 4 fois par an. Pendant le déjeuner, Victor aborda soudainement le sujet du marché immobilier. C'est un moment très favorable pour acheter dans le centre de Paris. Les prix sont relativement stables en ce moment, mais ils vont exploser d'ici 1 ou 2 ans. C'est un excellent investissement. Laurent hochait la tête, pour alimenter la conversation. Justement, Céline et moi y réfléchissions. On pensait peut-être vendre la maison, et acheter quelque chose en ville. Céline posa sa fourchette. Victor la regarda avec un intérêt purement professionnel. Vous avez une maison magnifique, mais l'immobilier de banlieue se vend très bien en ce moment. Les jeunes familles recherchent ce genre de biens. Vous obtiendrez des liquidités rapidement, et vous pourrez vous offrir un très bel appartement. Jeanne intervint à son tour. Et puis, à votre âge, on recherche plutôt le confort, on n'a plus envie de s'embêter avec un jardin et des travaux. Mes parents avaient une maison de campagne, ils s'y sont épuisés. Ils ont tout vendu, et maintenant ils revivent. Céline sourit doucement. Moi, j'aime bien m'occuper du jardin. Bien sûr, c'est votre choix, dit Victor en écartant les mains. Mais si vous vous décidez, je peux vous aider. Je vous trouverai rapidement des acheteurs, et je sélectionnerai de belles options sur Paris. Après le départ de leurs invités, Laurent était très animé. Tu vois, Victor dit exactement la même chose. C'est vraiment la bonne décision. Céline rassemblait la vaisselle sale, les assiettes, les verres, et les couverts. Tout cela devait être lavé. Est-ce un hasard s'ils ont abordé ce sujet? Laurent se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as demandé à Victor de lancer la discussion? Le silence dura 1 seconde, pas plus, mais Céline le remarqua. Non, bien sûr que non, c'est une simple coïncidence. Bien sûr, répéta-t-elle, en apportant la vaisselle vers l'évier. Le dimanche matin, Céline prit sa voiture et se rendit chez son père. Jean-Pierre vivait à Paris, dans un bel appartement du 16e arrondissement. Il avait 71 ans. Avant de prendre sa retraite, il avait travaillé au service du cadastre, il savait absolument tout sur l'immobilier et les actes notariés. Son père l'accueillit sur le pas de la porte, la serra dans ses bras, la conduisit dans la cuisine, prépara un thé fort, et sortit des biscuits. Il s'est passé quelque chose? Céline sortit son téléphone, lui montra la photo du message de l'avocate, puis elle lui raconta l'histoire de la carte de visite, le tableau Excel, ainsi que la discussion avec Victor et Jeanne. Elle parlait calmement, sans aucune émotion, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Son père écouta en silence. Quand elle eut terminé, il se versa une autre tasse de thé, en prit une gorgée, et regarda par la fenêtre. J'ai toujours senti que quelque chose clochait chez lui. Il était trop lisse, trop parfait. Papa, j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Je vais vendre la maison, et je vais acheter un appartement à Paris. Mais je le mettrai à ton nom. Jean-Pierre hocha la tête, comme si elle venait de proposer la chose la plus banale du monde. C'est intelligent. Comme ça, lors du divorce, il n'obtiendra rien. Il me faudra une procuration de ta part, pour que je puisse agir en ton nom lors de l'achat. Nous allons arranger ça. Je connais un notaire, un homme très compétent, et je te recommanderai un excellent avocat. Nous ferons les choses dans les règles de l'art, sans la moindre faille. Céline entoura sa tasse de ses 2 mains. Le thé était brûlant, il réchauffait ses paumes. Es-tu sûr de vouloir continuer cette mascarade? Demanda son père.
Ne serait-il pas plus simple de tout arrêter maintenant? De divorcer avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit? Non. Je veux qu'il comprenne ce que ça fait, de bâtir des plans et de les voir s'effondrer. Son père la regarda longuement. Tu es forte, comme ta mère. Elle aurait agi de la même manière. Maman lui aurait directement mis un coup de poing sur la tête. Jean-Pierre sourit. C'est vrai aussi. Ils discutèrent des détails pendant encore 1 heure. Son père lui expliqua comment structurer la transaction, à qui s'adresser, et quels documents préparer. Il avait d'un vieil ami, un avocat avec 40 ans d'expérience, qui se spécialisait précisément dans ce genre de montage juridique complexe pour protéger le patrimoine. Avant de partir, son père la serra dans ses bras. Tu vas t'en sortir, je le sais. Céline hocha la tête. Elle s'en sortirait. Sans aucun doute. 1 semaine plus tard, Laurent rentra à la maison, les yeux brillants. Il ne prit même pas la peine d'enlever son manteau, il l'appela immédiatement. Céline, j'ai trouvé ce qu'il nous faut. Elle sortit de l'atelier, en s'essuyant les mains avec un chiffon. Il y avait des traces de vernis sur ses doigts. Que as-tu trouvé? Un appartement. 3 pièces, 85 mètres carrés, à Saint-Germain-des-Prés, refait à neuf, la plomberie et l'électricité sont impeccables. C'est l'option idéale. Il lui montra l'annonce sur son téléphone. L'appartement était effectivement magnifique. Des pièces lumineuses, de hauts plafonds, de grandes fenêtres. Le propriétaire est prêt à nous attendre 2 semaines, mais pas plus. Ce genre de bien part en un clin d'œil. Il faut qu'on mette notre maison en vente de toute urgence. Céline regarda les photos. Le prix était de 2 millions d'euros, exactement ce qu'il avait calculé. C'est une décision très importante, Laurent. Je le sais, mais, Céline, regarde par toi-même. C'est notre chance. Nous ne rajeunissons pas, nous avons besoin de confort, de commodité. Et puis, c'est un excellent investissement. Dans quelques années, il vaudra 1,5 fois son prix. Elle marqua une pause, feignant de réfléchir. Laurent attendait, fixant son visage avec intensité. D'accord, dit-elle finalement. Essayons. Son visage s'illumina. C'est vrai? Tu es d'accord? Oui, allons visiter cet appartement. S'il est vraiment aussi beau que sur les photos, on pourra y songer. Laurent la prit dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Il sentait l'excitation et la victoire. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Le lendemain, ils allèrent visiter l'appartement. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés était vraiment superbe. Des ruelles calmes, de vieux immeubles en pierre de taille, des cafés et des boutiques à chaque coin de rue. L'appartement se trouvait au 4e étage d'un immeuble ancien, avec une façade fraîchement ravalée. Le propriétaire était un homme charmant, la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et un visage souriant. Il leur fit visiter les pièces, montra les finitions, et parla des voisins. Céline marchait lentement, observant chaque détail avec attention. L'endroit était véritablement splendide. Le parquet grinçait doucement sous les pas, et les fenêtres donnaient sur une cour intérieure pavée, où poussaient des marronniers. « Ça te plaît ?» chuchota Laurent, quand le propriétaire s'éloigna vers la fenêtre. « Oui, pas mal. »« Donc, on le prend ?» Céline hocha la tête. « On le prend. » Ils se mirent d'accord avec le propriétaire pour réserver le bien, et versèrent un acompte de 50 000 euros. Laurent rayonnait de bonheur, comme s'il venait de gagner à la loterie. Le soir même, il appela Victor, pour lui demander de l'aide afin de vendre la maison de campagne. Victor promit de passer le lendemain avec un photographe, pour prendre de beaux clichés et diffuser l'annonce sur toutes les grandes plateformes. La maison est superbe, elle va se vendre très vite, assura-t-il. 1 mois, tout au plus. Et il ne s'était pas trompé. 1 semaine plus tard, les premiers visiteurs firent leur apparition. Un jeune couple avec un enfant, qui cherchait un endroit calme près de Paris. Puis une autre famille, suivie d'un homme d'âge moyen, désireux de quitter la ville.
Laurent était plus actif que jamais. C'est lui qui faisait visiter la propriété, vantant le jardin, la gentillesse des voisins, et l'aspect pratique de l'emplacement. Céline regardait cet homme vendre sa maison. La maison de tante Claudine, son atelier, l'endroit où elle avait passé les meilleures années de sa vie. Au bout de 2 semaines, un acheteur se présenta, prêt à payer le prix fort, sans aucune négociation. C'était une famille avec 2 enfants. Ils étaient tombés amoureux de la maison au premier regard, affirmant que c'est exactement ce qu'ils cherchaient. On a de la chance, déclara Laurent le soir, une fois les acheteurs partis. Ils vont payer la totalité de la somme d'un coup, sans crédit immobilier. D'ici 1 mois, la transaction sera bouclée. Céline était assise sur la terrasse, tenant une tasse de thé refroidi. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orange et rose. Le vent faisait frémir les feuilles des tilleuls. Oui, répondit-elle. Quelle chance! Laurent ne capta pas l'ironie dans sa voix. Les 3 semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs de la vente, documents, contrats et validations. Laurent s'y investissait avec un grand enthousiasme, vérifiant le moindre papier, appelant des notaires et consultant Victor. De son côté, Céline rencontrait en parallèle l'avocat de son père, maître Léon Martin. C'était un homme d'un certain âge, au regard perçant, qui avait l'habitude de tout noter. Ils discutaient des détails pour immatriculer l'appartement au nom de Jean-Pierre, préparaient les procurations, et élaboraient le circuit des transferts financiers. L'essentiel, c'est que tout paraisse parfaitement naturel, expliquait maître Martin. Les fonds issus de la vente de votre maison, vous allez les transférer à votre père, sous forme de remboursement d'une ancienne dette. Nous aurons les documents attestant qu'il vous a prêté cette somme il y a 10 ans. Ensuite, votre père achète l'appartement avec ses propres fonds. Et vous agissez simplement grâce à une procuration. Tout est légal, et tous les tampons seront en règle. Et si Laurent essaie de contester la vente? Il ne le pourra pas officiellement, l'appartement est acheté avec l'argent de votre père. Votre mari ne pourrait prouver le contraire que s'il parvenait à retracer le parcours de l'argent, depuis la maison jusqu'à l'appartement. Or, cette trace n'existera pas. Céline hochait la tête, mémorisant chaque mot. Maître Martin était un vrai professionnel, cela se ressentait dans chacune de ses phrases. À la maison, elle continuait de jouer son rôle. Elle discutait avec Laurent de la façon dont ils allaient meubler l'appartement, des meubles à acheter, et de l'emplacement des tableaux. Il faisait des projets, et elle acquiesçait, ajoutant même ses propres suggestions. Mais, la nuit, elle restait éveillée, se demandant quel genre de personne il fallait être pour faire semblant pendant 11 ans, puis s'emparer froidement de la moitié des biens de l'autre. Elle se demandait s'il l'avait un jour aimée, et combien d'autres mensonges avaient peuplé sa vie sans qu'elle ne les remarque. Le jour de la signature pour la vente de la maison arriva, mi-octobre. Le matin était clair, froid, avec un premier parfum d'hiver imminent. Céline se leva tôt, et but son café debout devant la fenêtre. Les tilleuls avaient presque perdu toutes leurs feuilles. Le terrain paraissait nu, vulnérable. Ils se rendirent à Paris chez le notaire. Les acheteurs les attendaient déjà, jeunes, souriants, remplis de projets. La femme tenait la main de son mari. Ils échangeaient des regards complices, comme le font les gens qui entament une nouvelle vie. Céline signa les documents. Laurent signa à côté d'elle. Le notaire apposa ses sceaux. Les fonds furent virés sur le compte, 1,8 million d'euros. Mes félicitations, déclara le notaire. La vente est conclue. Les acheteurs leur serrèrent la main, en les remerciant chaleureusement. La femme promit qu'ils prendraient grand soin de la maison, et qu'ils avaient beaucoup de chance de l'avoir trouvée. Céline sourit, et leur souhaita beaucoup de bonheur. Sur le trottoir, Laurent la prit par les épaules. Voilà, maintenant, c'est le début d'une nouvelle vie. Oui, approuva Céline. Une nouvelle vie. Ils montèrent dans la voiture. Laurent conduisait, en fredonnant un petit air. Céline regardait par la fenêtre, fixant les immeubles, les rues, et les passants qui défilaient. Dans une semaine, il signerait pour l'appartement. Dans une semaine, elle verrait son visage quand tout s'effondrerait.
Le soir, elle était assise dans leur logement de location, un appartement temporaire qu'ils avaient loué pour un mois, en attendant d'emménager dans le centre. C'était un petit 2 pièces dans un quartier périphérique, avec vue sur une aire de jeu. Laurent était retourné au bureau, prétextant un contrat urgent à terminer. Céline prit son téléphone, et chercha la dernière photo de la maison de campagne. La terrasse, les tilleuls, son atelier avec ses grandes fenêtres. Elle glissa son doigt sur l'écran, comme si elle pouvait encore toucher ses murs. Puis, elle ferma son téléphone, et regarda par la fenêtre. Des enfants jouaient en bas, leur voix filtrait à travers la vitre. Quelque part, dans un autre coin de la ville, Laurent élaborait ses plans. Quelque part, dans un dossier sur son ordinateur, dormaient les calculs détaillant le partage de l'argent. Quelque part, une avocate préparait les documents pour le divorce. Mais Céline avait d'un coup d'avance, et, dans une semaine, il le découvrirait. Elle ferma son ordinateur portable, et regarda le calendrier. 7 jours avant l'achat de l'appartement. 7 jours avant le moment où tout basculerait. 7 jours avant la vérité. Le téléphone sonna le mercredi matin, alors que Céline finissait d'emballer ses outils dans l'atelier. Victor, leur ami agent immobilier, parlait avec agitation, presque essoufflé par l'enthousiasme. Céline, j'ai une nouvelle incroyable. Ce couple, vous vous souvenez, les Dubois? Ils sont prêts à conclure l'achat de la maison tout de suite, sans négociation, la totalité au comptant. Ils disent que c'est la maison de leurs rêves. Ils veulent boucler la vente la semaine prochaine. Céline cala le téléphone contre son épaule, tout en continuant d'envelopper ses ciseaux à bois dans un tissu doux. La semaine prochaine, c'est très rapide. Rapide, c'est une bonne chose. Le marché est instable en ce moment. Qui sait ce qui se passera dans un mois? Ne laissons pas passer cette chance. Elle rangea les outils dans une boîte, et rabattit le couvercle. Très bien, organisez cela. Lorsque Laurent rentra le soir, elle lui annonça la nouvelle. Il s'immobilisa sur le seuil, en train d'enlever ses chaussures, puis il se redressa lentement. C'est vrai? Aussi vite? Victor dit qu'ils sont tombés amoureux de la maison. Un sourire de satisfaction, presque triomphal, glissa sur son visage. Il essaya de le cacher, mais Céline le remarqua tout de même. Quelle chance, chérie. Tu vois? Tout se met en place. C'est un signe. Un signe de quoi? Que nous avons pris la bonne décision. Il s'approcha, et la prit par les épaules. Il sentait la rue automnale et le café de machine. Céline ne le repoussa pas, elle resta simplement dans ses bras, comptant les battements de son propre cœur. Des battements réguliers, calmes, sans aucune douleur. Seulement une froide lucidité. Il était pressé de récupérer l'argent. Ne traînons pas, ajouta Laurent en la relâchant. Il pourrait changer d'avis. Il faut conclure la vente de la maison au plus vite, pour pouvoir finaliser l'achat de l'appartement. Oui, répondit Céline. Il faut faire vite. Le lendemain, elle retrouva Maître Martin dans son cabinet, sur le boulevard Haussmann. Le vieil avocat était assis derrière un bureau massif, recouvert de dossiers. Ses lunettes glissaient sur le bout de son nez, et ses sourcils broussailleux surplombaient ses yeux. Tout est prêt, déclara-t-il en lui tendant une pile de documents. La procuration est rédigée, et certifiée par un notaire. Vous pourrez agir au nom de votre père lors de l'achat de l'appartement. Le contrat de vente est en ordre. L'acheteur est Jean-Pierre Moreau, votre père. Les fonds seront virés depuis son compte bancaire. Céline prit les documents et les feuilleta. Les tampons, les signatures, tout était parfaitement conforme. Et l'argent de la maison, vous le virerez sur le compte de votre père, en tant que remboursement de cette fameuse ancienne dette. J'ai ici un contrat de prêt datant d'il y a 10 ans, antidaté bien sûr, mais rédigé de manière irréprochable. Si votre mari tente de contester la transaction, nous lui présenterons ce document. Officiellement, votre père a acheté l'appartement avec ses fonds personnels, que vous lui avez simplement remboursés. Et s'il n'y croit pas? Maître Martin eut un petit rire.
Il n'est pas obligé d'y croire. L'important, c'est de prouver les faits. Et il ne pourra rien prouver du tout. L'appartement est la propriété de votre père. Votre mari n'y a aucun droit. Céline rangea les documents dans son sac. Dehors, il pleuvait. Quelques rares passants s'abritaient sous leur parapluie. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Jean-Pierre est un vieil ami. Si sa fille a besoin d'aide, je réponds présent. Elle s'apprêtait à partir, lorsque l'avocat la retint. Céline, êtes-vous absolument sûre de votre décision? Un divorce, c'est toujours une épreuve. Ne vaudrait-il pas mieux essayer de parler avec votre mari? Parler avec un homme qui, pendant 11 mois, a tout planifié pour me dépouiller? Maître Martin hocha la tête. C'est de bonne guerre. Alors, je vous souhaite bonne chance. 3 jours plus tard, alors que Céline était assise dans un café près de sa maison, une femme inconnue lui écrivit. Le message arriva via une application de discussion, j'ai besoin de vous parler. Cela concerne votre mari. C'est très important. Céline regarda le profil. La photo montrait une femme d'environ 35 ans, blonde, vêtue d'un tailleur strict. Son nom, Océane Lambert. Elle répondit, où et quand? Le rendez-vous fut fixé au lendemain, dans le jardin du Luxembourg. Céline arriva en avance, s'assit sur un banc près du bassin, et regarda les canards. Océane apparut pile à l'heure, grande, élancée, avec une expression nerveuse sur le visage. Merci d'être venue. Céline acquiesça. La jeune femme s'assit à côté d'elle, serrant son téléphone entre ses mains. Je travaille dans le même cabinet d'avocat que votre mari. Je suis secrétaire à l'accueil. Je ne devrais pas vous raconter ça, mais je ne peux pas me taire. Je vous écoute. Il y a quelques mois, Laurent a demandé une consultation chez nous, pour une affaire de divorce. J'ai vu les documents que notre avocate préparait. Un plan de partage des biens. Applicable après l'achat d'un bien immobilier sous le régime du mariage. Les calculs, les délais pour déposer la demande, tout était détaillé point par point. Céline écoutait sans l'interrompre. Océane parlait vite, de manière décousue, visiblement très anxieuse. Je ne me serais pas mêlée de ça, mais j'ai vécu une histoire similaire. Mon ex-mari avait lui aussi tout planifié. Il a divorcé juste après l'achat de notre maison, et il a pris la moitié de tout. Je me suis retrouvée sans rien. Quand j'ai vu les documents de votre mari, je me suis revue à votre place, et je me suis dit, peut-être qu'il est encore temps de prévenir cette femme. Merci, dit doucement Céline. Il a l'intention de demander le divorce 2 semaines après la signature de l'appartement. Dans les documents, il est indiqué que c'est le délai minimum pour ne pas éveiller les soupçons, mais que c'est assez rapide pour que vous n'ayez pas le temps de réagir. 2 semaines. Donc, il ne va même pas attendre. On achète l'appartement, et 14 jours plus tard, il dépose le dossier. Savez-vous sur quelle somme il compte? Océane hocha la tête. 1,9 million d'euros. La moitié de l'appartement, plus la moitié de la maison vendue. Céline sortit son téléphone, et ouvrit la photo du tableau de calcul. C'est ça? Océane regarda l'écran et pâlit. Comment avez-vous eu ça? Je connais son plan. Mais j'avais besoin de confirmation. Merci d'avoir trouvé le courage de tout me raconter. Les 2 femmes restèrent silencieuses. Les canards glissaient sur le bassin, les enfants couraient dans les allées, et on entendait de la musique au loin. Que allez-vous faire? Finit par demander Océane. Ce que je dois faire. Me protéger. Il est avocat, il a des relations, de l'expérience, ce sera très difficile. Céline se leva, et réajusta la bandoulière de son sac. Moi non plus, je ne suis pas sans défense. Durant la dernière semaine précédant l'achat de l'appartement, Laurent métamorphosa son comportement. Il redevint prévenant, attentionné, presque tel qu'il était lors de leur première année de mariage. Il rapporta un bouquet de chrysanthèmes, blancs et jaunes, qu'il plaça dans un vase sur la table de la cuisine.
C'est juste comme ça, j'avais envie de te faire plaisir. Il commanda un dîner dans son restaurant préféré, une salade au veau, du poisson au four, et un tiramisu en dessert. Il mit la table, et alluma des bougies. Pardonne-moi d'avoir été si occupé ces derniers temps. Le travail, la vente de la maison, tout ça est épuisant. Mais bientôt, tout va s'arranger. Nous allons commencer une nouvelle vie. Céline mangeait lentement, tout en écoutant ses récits sur leur futur. Ils parlaient de sorties au théâtre, de promenades sur les grands boulevards, de la façon dont ils allaient décorer l'appartement. Ils proposaient d'acheter de nouveaux meubles, d'accrocher des toiles, et peut-être même d'adopter un chat. Tu te souviens, tu as toujours voulu un chat persan? Maintenant, on pourra. C'était compliqué dans la maison, mais en appartement, c'est idéal. Elle ne se souvenait pas avoir jamais voulu de chat persan, mais elle hocha la tête. Oui, ce serait une bonne idée. Il lui prit la main, en serrant ses doigts, et plongea son regard dans le sien, avec une tendresse qui paraissait sincère. Je sais que je n'ai pas toujours été le mari idéal. Le travail me dévorait. J'en ai oublié l'essentiel. Mais tout va changer maintenant. Je te le promets. Céline sentait son estomac se nouer. Non pas de tristesse, mais d'une rage glaciale. Comment pouvait-on mentir ainsi, en regardant quelqu'un droit dans les yeux? Comment pouvait-on échafauder une telle trahison, tout en parlant d'un avenir commun? Elle faillit craquer, elle fut sur le point de lui cracher tout ce qu'elle savait, mais elle se retint. Elle sourit, et serra sa main en retour. Je te crois. Et elle continua de jouer son rôle. Le jour de l'achat de l'appartement arriva, un vendredi. Au matin, Laurent se préparait à l'accompagner, mais Céline l'en dissuada. Mon père veut voir l'appartement, il va venir avec moi. Et toi, tu dois aller travailler. Tu as une réunion importante, non? Laurent fronça les sourcils. Quelle réunion? Tu m'en as parlé hier, avec ton client allemand. Ah, oui, c'est vrai. Il hésita un instant, visiblement en pleine réflexion. Puis il acquiesça. D'accord. Mais appelle-moi dès que vous aurez signé. Je veux m'assurer que tout s'est bien passé. Bien sûr. Céline prit sa voiture pour rejoindre son père. Jean-Pierre l'attendait déjà, vêtu d'un costume élégant. Maître Martin arriva de son côté. Ils se retrouvèrent devant l'étude du notaire, sur l'avenue des Champs-Élysées. Le processus de signature dura 2 heures. Les documents, les paraphes, les cachets. Le vendeur de l'appartement, ce même homme agréable aux cheveux gris, était présent, il vérifiait tout, posait des questions. Maître Martin lui répondait calmement, avec un grand professionnalisme, dissipant la moindre de ses inquiétudes. Céline signait les documents en tant que représentante de son père, grâce à la procuration. Chaque signature glissait facilement, sa main ne tremblait pas, et ses pensées restaient claires. Lorsque le notaire lui remit l'attestation de propriété, Céline prit le document et le lut. Propriétaire, Jean-Pierre Moreau. C'était fait. L'appartement appartenait à son père. Laurent n'en toucherait pas un centime. Le téléphone vibra. Laurent, alors? Tout s'est bien passé? Oui. Parfait. L'appartement est à nous. Je suis tellement heureux. Félicitations à nous deux. On fêtera ça ce soir. Céline rangea son téléphone. Son père l'enlaça par les épaules. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Il est encore temps d'arrêter. Absolument sûr. Alors, je suis fier de toi. Maître Martin leur serra la main. Le dossier est irréprochable. Même s'il engage les meilleurs avocats du pays, il ne pourra rien prouver. L'appartement a été acheté avec l'argent de votre père. Le soir venu, Laurent l'accueillit avec une bouteille de champagne et 2 coupes. Il affichait un large sourire, l'air sincèrement comblé. À nous. À notre nouvel appartement, et à notre nouvelle vie. Ils trinquèrent et burent. Le champagne était frais, les bulles lui chatouillaient le palais.
Céline regardait son mari, et se demandait combien de temps il comptait encore jouer la comédie. 1 jour, 2 jours? 2 semaines, comme l'avait prédit Océane? Où sont les documents, demanda-t-il, entre le 2e et le 3e toast. Il faut les mettre dans le coffre-fort. On ne laisse pas traîner des papiers aussi importants. Je les ai gardés. Je m'en occuperai demain. Laisse-moi plutôt m'en charger, j'en ferai des copies au cas où. Céline posa sa coupe. Je suis fatiguée. Demain. Très bien. Il ouvrit la bouche pour insister, mais quelque chose dans le regard de sa femme le fit taire. Il hocha la tête. D'accord. À demain, alors. Pour la première fois depuis des mois d'organisation, une ombre d'inquiétude traversa son visage, furtive, à peine perceptible. Mais Céline ne l'avait pas manqué. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du déménagement. La maison de campagne était presque vide, la majorité de leurs affaires ayant déjà été transportées. Laurent aidait à emballer les derniers cartons, simulant l'enthousiasme, mais il devenait de plus en plus nerveux. Il sortait souvent sur le perron, chuchotait au téléphone, vérifiait des documents dans son bureau, et cachait précipitamment une chemise cartonnée dès que Céline entrait. Une fois, elle fit exprès d'entrer à l'improviste. Il rabattit l'écran de son ordinateur avec une telle brutalité qu'il faillit le faire tomber. Quelque chose de top secret? Des documents de travail. Des informations confidentielles pour un client. Je vois. Elle avait bien compris, il se préparait, il attendait le moment propice. Céline avait une amie, Valérie, décoratrice d'intérieur, dont elle était proche depuis l'université. Valérie était au courant de la situation, elle s'inquiétait et l'appelait tous les jours. Céline, es-tu sûre de faire le bon choix? Et si tu te trompais? S'il avait d'autres raisons? J'ai des preuves, Valérie. Des messages, des calculs, et même un témoin. Mais c'est ton mari, après tout. 11 ans de vie commune. Ne pourrais-tu pas simplement discuter avec lui? Discuter avec un homme qui m'a trahi? Valérie soupira au bout du fil. Fais attention à toi, c'est tout. Je suis prudente. La dernière nuit dans la maison de campagne, Céline ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle déambulait dans les pièces vides. L'atelier privé de ses outils, le salon sans meubles, la chambre aux murs dépouillés. L'écho de ses pas rebondissait contre le plafond. C'est ici qu'elle avait passé 10 ans, à restaurer des meubles, à recevoir des clients, à planter des arbres et à rêver d'avenir. C'est ici qu'elle et Laurent avaient fêté des anniversaires, accueilli des amis, et bâti des projets. À quel moment tout s'était-il dégradé? Était-ce venu progressivement, ou bien y avait-il eu un point de bascule précis? Elle se remémora leur première rencontre. Laurent était un avocat charmant, confiant, promis à un bel avenir. Il l'avait courtisée avec élégance, lui offrant des fleurs, l'emmenant au restaurant, trouvant toujours les mots justes. Elle en était tombée amoureuse, pas à la folie, mais suffisamment pour accepter de l'épouser. Les premières années avaient été belles, puis elles étaient devenues banales, jusqu'à se transformer en une simple cohabitation. Et quand la trahison avait-elle commencé? Céline s'approcha de la fenêtre. Dehors, il faisait noir, et le vent secouait les branches nues des tilleuls. Bientôt, une autre famille vivrait ici. D'autres personnes regarderaient par ses fenêtres, marcheraient dans ses pièces, feraient leurs propres projets. Et elle recommencerait tout à zéro. Dans le bureau, la lumière était allumée. Laurent non plus ne dormait pas, il était assis devant son ordinateur. Céline le savait, il peaufinait les documents du divorce, vérifiait les derniers détails, et se préparait à porter le coup de grâce. Mais elle était prête à l'affronter. Au matin, les déménageurs arrivèrent. 4 hommes en tenue de travail transportaient les cartons avec agilité et les chargeaient dans le camion. Laurent s'agitait dans tous les sens, vérifiant qu'il n'oubliait rien. Céline, debout sur le porche, regardait son passé s'évanouir. Le dernier carton, la dernière chaise, un dernier regard vers les pièces vides. Une nouvelle vie commence, déclara Laurent en verrouillant la porte.
Elle se contenta d'opiner du chef. Ils prirent la route pour Paris dans 2 voitures séparées, Céline roulant derrière le camion de déménagement. Le trajet dura 1 heure. Les embouteillages sur le périphérique, la circulation ralentie sur les grands boulevards. Et enfin, Saint-Germain-des-Prés. L'appartement les accueillit sous la lumière du soleil, qui traversait les vastes fenêtres. Le parquet étincelait, les murs blancs reflétaient la clarté. Les déménageurs apportaient les cartons et disposaient les meubles selon les instructions de Laurent. Ils débordaient d'énergie, s'activaient, décidaient de l'agencement. Céline l'observait scinder mentalement l'espace. Cette chambre serait la sienne, l'autre la sienne à elle. Le salon, étant une pièce commune, serait divisé en 2. La cuisine également. Il évaluait, il calculait, il planifiait. Il s'imaginait déjà vivre ici tout seul, sans elle. En fin de journée, les déménageurs repartirent. L'appartement était encombré de cartons. Laurent commanda des pizzas, qu'ils mangèrent assis par terre dans le salon. Dehors, la nuit s'installait, et, plus bas, on entendait le bourdonnement des voitures. Demain, on commencera à s'installer, on accrochera les tableaux, on rangera les livres. Ce sera très chaleureux. Oui, répondit Céline. Demain. Elle le regardait en pensant, demain, il montrera son vrai visage. Demain, tout son édifice s'écroulera. Demain, il comprendra qu'il a perdu. La nuit, Céline dormit sur un matelas gonflable, dans la chambre vide. Laurent reposait à côté d'elle, sa respiration était calme et régulière. Ou peut-être faisait-il semblant de dormir, elle n'en savait rien. Dans l'appartement voisin, de la musique résonnait doucement. En bas, des voitures passaient de temps à autre. Au loin, un chien aboyait. Les bruits inconnus d'une maison étrangère. Elle resta allongée dans le noir, à écouter la ville. Demain, tout serait fini. 11 ans de mariage, 11 mois de préparation pour son plan à lui, et 4 semaines de contre-attaque pour le sien. Demain, son mari dévoilerait sa véritable nature. Mais elle était armée pour lui faire face. Le matin se leva dans un grand silence. Céline se réveilla la première, quitta le matelas gonflable, se rendit dans la cuisine pour préparer du café, et sortit 2 tasses d'un carton. Dehors, c'était une journée parisienne classique, un ciel gris, quelques rares passants, et le vacarme de la circulation. Laurent apparut une demi-heure plus tard, rasé, peigné, vêtu d'un pantalon d'intérieur et d'une chemise. Il s'assit en face d'elle, prit sa tasse, avala une gorgée, puis la reposa. « Nous devons parler. » Céline acquiesça. Sa voix sonnait différemment, elle était froide, très solennelle. Le mari attentionné de la veille s'était volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Laurent sortit des documents de son dossier, et les posa sur la table, entre eux, une demande de divorce, et un accord de séparation des biens. Tout était tapé, formaté, il n'y avait plus qu'à signer. J'ai longuement réfléchi, et j'ai pris ma décision. Notre mariage est arrivé à son terme. Nous sommes 2 personnes différentes, nous n'attendons plus les mêmes choses de la vie. Céline s'empara des documents, et commença à les lire. Lentement, attentivement, comme s'il s'agissait d'un banal contrat de travail. Séparation des biens. L'appartement était divisé en 2. 1 million d'euros pour lui. Les calculs étaient précis, d'un cynisme absolu. Il était évident qu'il avait préparé cela depuis longtemps. J'ai déjà consulté un avocat. Tout est légal, tout respecte la loi. Tu signes, et nous nous séparons de façon civilisée, sans esclandre ni tribunal. Elle continuait sa lecture, sans prononcer un mot. Laurent montrait des signes de nervosité, ses doigts tapotaient la table, son regard faisait des allers-retours entre son visage et les documents. Il s'attendait à des larmes, à des crises de nerfs, à ce qu'elle le supplie de rester. « Tu es sous le choc ? Je pensais que tu avais bien compris que nous ne formions plus un couple depuis longtemps. Pas besoin de drame. Tout est équitable. Moitié, moitié. » Céline posa les papiers, et le regarda droit dans les yeux. « C'est intéressant. Vraiment très intéressant.
Qu'est-ce qui est intéressant? Et à quel moment as-tu planifié tout cela? Laurent se figea. Pendant une fraction de seconde, une lueur de confusion traversa son regard, mais il se reprit très vite. Je ne vois pas de quoi tu parles, sincèrement. Céline se leva, prit son téléphone, chercha les captures d'écran, et les lui montra. L'échange de messages avec Maître Rousseau. Les textos concernant les délais, le plan global, et la division du patrimoine une fois l'immobilier acheté sous le régime matrimonial. Laurent devint livide. D'où sors-tu ça? Tu me prenais pour une idiote? Tu croyais que je ne remarquerais rien? Tu m'as espionné? Céline ricana. Je me suis protégée. Je connais tous tes calculs. Je sais comment tu comptais diviser cet appartement, je sais que tu attendais précisément ce moment. 11 mois, Laurent. Tu t'y es préparé pendant 11 mois. Il bondit, lui arracha le téléphone des mains, lut les messages, puis jeta violemment l'appareil sur la table. Et alors? C'est mon droit absolu. Nous sommes mariés, nos biens sont communs. L'appartement a été acheté avec notre argent. La loi est de mon côté. Tu en es si sûr? Le silence s'étira pendant plusieurs longues secondes. Céline le fixait calmement, presque avec curiosité. Sais-tu au moins au nom de qui cet appartement a été immatriculé? L'expression de Laurent se métamorphosa. La réalité s'imposait à lui peu à peu, comme une eau glaciale envahissant ses poumons. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Viens, tu vas voir par toi-même. Elle attrapa ses clés, et enfila sa veste. Laurent, lui, restait planté au milieu de la cuisine, tentant désespérément de garder le contrôle de la situation. Tu bluffes. J'ai vu comment tu as rempli les documents. Tu les as vus, mais tu ne les as pas lus. Céline se dirigea vers la porte, puis se retourna. Je crois que tu vas trouver ça passionnant. Laurent attrapa son manteau et se précipita derrière elle. Dans l'ascenseur, ils restèrent muets. Il regardait droit devant lui, la mâchoire crispée, les poings serrés. La peur se lisait déjà dans ses yeux, malgré ses efforts pour la dissimuler. L'appartement les accueillit avec un parfum de thé fraîchement infusé. Jean-Pierre était assis à la table du salon. Devant lui, un dossier rempli de documents. Il leva les yeux à leur entrée. « Bonjour, mon gendre. Ou plutôt, mon futur ex-gendre. » Laurent s'arrêta net sur le pas de la porte. Il regarda le père de Céline, puis les documents, puis leur visage. Qu'est-ce que cela signifie? Assieds-toi, nous allons discuter, dit Jean-Pierre en désignant les papiers. Cet appartement est à mon nom. Laurent se rua vers la table, attrapa les feuilles, lut, feuilleta, et relut encore. L'attestation de propriété. Nom, Jean-Pierre Moreau. La date d'enregistrement. La date d'achat. Les tampons, les signatures. Tout était parfaitement légal. C'est impossible. C'est tout à fait possible, répondit calmement Jean-Pierre. L'appartement a été acheté avec mon propre argent. Ma fille avait une procuration pour agir en mon nom. C'est illégal. Il a été acheté pendant le mariage, et avec mes fonds. Céline m'a simplement remboursé une ancienne dette. L'argent que je lui avais prêté il y a 10 ans. J'ai tous les documents justificatifs. Laurent faisait les 100 pas dans la pièce, tel un animal traqué. Je vais porter plainte. Je vais faire annuler cette vente. J'ai des relations. Essaie donc, rétorqua Jean-Pierre. Les documents sont irréprochables, tu ne pourras rien prouver. J'ai vendu ma maison de campagne et j'ai acheté un appartement dans le centre de Paris, comme en rêvait mon mari bien-aimé, songeait Céline en observant son visage. Le jour même, il m'a remis les papiers du divorce et la demande de partage des biens. Mais, face à la réalité, ce salaud est resté figé de stupeur. Laurent se tourna vers elle, les yeux flamboyants de rage. Tu m'as piégé. C'est toi qui m'as trompé en premier. J'ai fait de toi ce que tu es. Sans moi, tu n'étais rien.
Ah bon? Céline croisa les bras sur sa poitrine. La maison était à moi, mon travail est à moi, mon argent est à moi. Que as-tu fait, exactement? J'étais là pour toi. Tu avais prévu de me dépouiller. Tu t'es préparé pendant 11 mois. Et tu croyais que je ne m'en apercevrais pas. Laurent attrapa le dossier sur la table, et le jeta violemment contre le mur. Les documents s'éparpillèrent sur le sol. Je trouverai une solution. J'ai un avocat. Je récupérerai ma moitié devant les tribunaux. Jean-Pierre se leva. Il n'était pas très grand, et ses cheveux étaient blancs, mais à cet instant, il paraissait imposant. Sors de chez moi. Laurent balaya du regard l'homme, puis Céline. Il venait enfin d'assimiler la vérité. Il avait perdu. Son plan s'était écroulé. Il se retrouvait sans rien. Il fit volte-face, et sortit en claquant la porte si fort que les vitres en tremblèrent. Les 3 mois suivants furent un véritable enfer. Laurent engagea un nouvel avocat, bien plus agressif que sa consoeur. Il déposa une plainte pour faire invalider la vente, exigea le partage des biens, des indemnités, et tout ce qu'il était possible de réclamer. Audiences, convocations, requêtes interminables. Maître Martin repoussait chaque offensive avec calme et méthode. Les documents étaient irréprochables. La maison de campagne était la propriété exclusive de Céline, reçue en héritage avant le mariage. Les fonds issus de la vente lui appartenaient donc en propre. L'appartement, lui, avait été acheté avec l'argent de son père. L'avocat de Laurent tentait de trouver des failles, exigeait des relevés bancaires, des preuves de virement, et cherchait à remonter à la source des fonds. Mais Maître Martin avait tout prévu, le contrat de prêt datant d'il y a 10 ans, les reçus des virements, les témoignages. Lors de la 3e audience, la juge regarda l'avocat de Laurent par-dessus ses lunettes. Avez-vous la moindre preuve que l'appartement a été acheté avec l'argent de votre client? Il a été acquis pendant la durée du mariage, mais avec les fonds du père de la défenderesse. C'est prouvé par des documents officiels. Mais l'argent. L'argent a été transféré comme remboursement d'une dette. Tout a été fait dans le respect de la loi. Laurent, assis dans la salle, était livide, agrippé aux accoudoirs de sa chaise. Céline le voyait vieillir à vue d'œil. Ses rides s'étaient creusées, ses tempes avaient grisonné, et son regard était éteint. La plainte fut rejetée. L'appel aussi. 4 mois après la première audience, le divorce fut officiellement prononcé. Il n'y eut aucun partage de patrimoine, car ils n'avaient presque rien acquis en commun. Le salaire de Laurent passait dans les dépenses courantes, et il n'avait fait aucun gros achat en 11 ans. Il ne put récupérer que ses effets personnels. Quelque temps après le divorce, Céline revit Océane Lambert, la secrétaire qui l'avait mise en garde. Elles se retrouvèrent dans un café de la rue de Rivoli, à une table près de la fenêtre, autour de café et de croissants. « Je vous remercie d'avoir accepté de me voir, dit Océane. Je voulais vous avouer autre chose. » Céline but une gorgée de café, et attendit. Ce n'est pas la première fois que Laurent agit ainsi. Il a eu une compagne, Sophie, il y a environ 7 ans. Je venais tout juste d'arriver au cabinet, et je l'ai croisée à plusieurs reprises. C'était une femme ordinaire, elle travaillait comme comptable. Et que s'est-il passé? Ils ont acheté un appartement ensemble. 1 mois plus tard, il a entamé une procédure de partage des biens, en prétextant qu'ils n'étaient pas compatibles. Il a raflé la moitié de la valeur. Elle s'est retrouvée sans rien, et elle a dû revendre l'appartement pour pouvoir lui verser sa part. Céline reposa sa tasse. Ses mains ne tremblaient pas, mais son estomac se crispa. C'est donc un spécialiste de ce genre d'escroquerie. On dirait bien. Après cette histoire, il s'est tenu à carreau pendant plusieurs années, puis il vous a rencontré. Je n'étais donc pas la première. Non. Et je crains que vous n'auriez pas été la dernière, si vous n'aviez pas compris son manège à temps. Océane fit une pause, puis ajouta, j'ai vu les dossiers. Il avait commencé à consulter son avocat il y a 1 an, bien avant de vous parler de déménager à Paris. Tout était méticuleusement orchestré.
Céline regarda par la fenêtre. Dehors, il neigeait pour la première fois de l'année. Les passants se pressaient, abrités sous leur parapluie. Merci de m'avoir tout raconté. Je ne pouvais tout simplement pas me taire. Je me souviens trop bien de ce que j'ai ressenti à votre place. La dernière rencontre avec Laurent eut lieu 6 mois après le divorce. Il l'avait appelé pour lui demander de la voir. Céline avait accepté, par pure curiosité. Ils se retrouvèrent dans le jardin du Luxembourg, sur ce même banc où elle s'était assise avec Océane 6 mois plus tôt. Laurent avait mauvaise mine, il était amaigri, vieilli, et portait un manteau froissé. Merci d'être venu. Céline hocha la tête, sans prononcer un mot. Je voulais, il hésita. Oublions tout. Recommençons à zéro. Nous étions si heureux, avant. Oui, nous l'étions. Dans nos premières années. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Et tu te souviens de la manière dont tu as planifié de m'arnaquer? Laurent baissa la tête. J'ai fait une erreur. C'était une période difficile pour moi. Des dettes, des crédits, la pression au travail. J'ai cru que... Tu as cru que je ne m'en rendrais pas compte? Que je ferais une victime parfaite? Non. C'est juste que... J'avais besoin d'argent, tu comprends? Pas pour moi. Je voulais monter ma propre entreprise, devenir indépendant. Avec mon argent? Avec notre argent? Céline se leva. Nous n'avons jamais eu d'argent en commun, Laurent. La maison m'appartenait, et l'argent aussi. Tu as simplement voulu me le voler. Céline, s'il te plaît, je n'ai nulle part où vivre, ajouta-t-il, la voix tremblante. Louer un appartement coûte trop cher. Les dettes. Céline le regarda de haut. Cet homme avait passé 11 mois à comploter pour la ruiner, et maintenant, il mendiait sa pitié. Adieu, Laurent. Elle s'éloigna sans se retourner. Derrière elle, elle entendit sa voix crier quelque chose, mais ces mots n'avaient déjà plus la moindre importance. Les premiers mois qui suivirent le divorce, Céline vécut dans un petit studio en location, en banlieue parisienne. L'appartement de Saint-Germain-des-Prés était vide. Son père lui avait proposé de le mettre à son nom, mais elle avait refusé. Ce n'est pas la peine pour le moment. Laisse-le à ton nom. C'est plus rassurant. Et si on le vendait, pour investir l'argent ailleurs? On verra, rien ne presse. Elle se replongea corps et âme dans son travail. La restauration de meubles n'avait jamais été un simple métier, c'était une véritable vocation. Les clients venaient à elle grâce au bouche à oreille, certains la recommandaient, d'autres avaient admiré ses créations lors d'expositions. Les commandes affluaient, une commode ancienne pour un collectionneur, une table sculptée pour un musée, un fauteuil du XVe siècle pour une galerie privée. Ce travail la passionnait, lui donnait un but, et comblait le vide de sa vie. Le soir, elle retrouvait ses amis. Valérie, la décoratrice qu'elle connaissait depuis l'université, la soutenait de son mieux. Comment tu tiens le coup? Ça va. Je travaille, je vis. Ça doit être lourd à porter. Pas autant que je l'aurais cru. Je suis juste fatiguée. C'était une fatigue étrange. Pas physique, mais émotionnelle. 11 années de mariage s'étaient révélées n'être qu'un mensonge. Cependant, elle ne ressentait aucune pitié pour elle-même. Seulement une certitude claire et lucide, elle avait pris la bonne décision. 1 an après son divorce, Céline s'inscrivit à des cours d'italien. C'était un vieux rêve, apprendre la langue, voyager à Florence, et contempler les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Lors de la 2e leçon, un homme de la cinquantaine arriva en retard, s'excusa, et s'assit au bureau voisin. À la fin du cours, ils discutèrent dans le couloir. Alexandre enseignait l'histoire dans un lycée. J'ai enfin décidé d'apprendre l'italien. C'est une honte pour moi, je donne des cours sur l'Empire romain, et je ne parle même pas la langue. Moi, c'est Céline, je suis restauratrice de meubles. Ils allèrent boire un café en face de l'école,
et échangèrent sur leur travail, leur voyage, et la vie en général. Alexandre était divorcé depuis 3 ans. Ses 2 enfants, désormais adultes, avaient quitté le nid. C'était un homme calme, sans arrogance, doté d'un excellent sens de l'humour. La semaine suivante, il lui proposa de se promener après les cours, puis il réitéra son invitation. Plus tard, il l'emmena voir une exposition de peinture italienne dans un musée. Devant les toiles, Alexandre racontait l'histoire des peintres avec une telle passion que Céline en oubliait le temps qui passait. 3 mois plus tard, ils se fréquentaient régulièrement, théâtre, musée, balades dans Paris. Aucune précipitation, aucune pression. Uniquement une belle complicité, qui se transforma peu à peu en un sentiment plus profond. Un soir, après l'une de leurs sorties, Alexandre la raccompagna chez elle. Ils s'attardèrent devant son immeuble. « Céline, je sais qu'il te faut du temps. Ton divorce a été une épreuve difficile. Tu es méfiante, et je le comprends parfaitement. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas pressée. Nous irons à ton rythme. » Elle le regarda. Un visage avenant, des cheveux grisonnants, des yeux empreints de bonté. Aucune assurance artificielle, aucune manipulation. Une simple et pure honnêteté. Merci. Pourquoi? Pour ta patience. 1 an et demi plus tard, ils étaient en couple, mais ils vivaient chacun de leur côté. Chacun avait son propre appartement, son espace personnel, sa propre vie. Ils se voyaient 3 ou 4 fois par semaine, s'appelaient tous les jours, mais veillaient à préserver leur indépendance. Céline l'avait présenté à son père, et Jean-Pierre avait approuvé. C'est un homme bien. Sans chichi. Oui, sans chichi. Tu es heureuse? Céline prit le temps de réfléchir. À ma façon. Ce n'est pas un conte de fées, il n'y a pas de feu d'artifice. C'est simplement paisible, et rassurant. C'est très bien. Les feux d'artifice, ça s'éteint vite. Un jour, Alexandre aborda la question de leur avenir. Ils étaient chez lui, en train de boire du thé. La pluie tombait derrière la vitre. J'aimerais que notre relation devienne officielle. Céline but une gorgée. Nous sommes déjà ensemble. Je veux dire, le mariage. Elle garda le silence un instant. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faudra. Elle y réfléchit longuement. Avait-elle vraiment besoin de se remarier? D'une signature sur un registre, de biens mis en commun, de contraintes juridiques? Ou valait-il mieux simplement s'aimer, sans aucune obligation? Alexandre ne la brusquait pas, il attendait patiemment. Son respect et sa patience la touchaient bien plus que n'importe quelle belle déclaration. 6 mois plus tard, Céline finit par lui répondre. Restons comme nous sommes. Ensemble, mais chacun pour soi. Alexandre acquiesça. Comme tu voudras. Tu n'es pas déçu? Non. Le plus important, c'est d'être ensemble. Le reste n'est que secondaire. Les chemins de Céline et de Laurent se croisèrent par hasard, 3 ans après le divorce, dans un grand magasin sur l'avenue des Champs-Élysées. Céline cherchait un cadeau pour l'anniversaire de son père. Elle se retourna, et le vit devant la vitrine d'une librairie. Lui aussi l'avait aperçu. Il s'immobilisa. Il avait terriblement vieilli, des rides profondes, les cheveux blancs, le dos voûté. Ils s'observèrent pendant quelques secondes. Céline lui adressa un bref signe de tête. Il lui répondit de la même manière, et ils partirent chacun dans des directions opposées. Aucune parole, aucune émotion. Juste 2 étrangers qui avaient, un jour, été intimes. Céline ne ressentit absolument rien, ni douleur, ni colère, ni regret. Le néant. Ce chapitre de sa vie était refermé, comme un livre que l'on achève. 5 années s'étaient écoulées depuis le divorce. Céline venait de fêter ses 48 ans. Elle vivait dans un agréable 2 pièces, qu'elle avait acheté grâce à l'argent de l'appartement de Saint-Germain-des-Prés, que son père avait revendu 2 ans plus tôt, avant de lui reverser la somme. Ses affaires florissaient,
et les commandes affluaient à tel point qu'elle devait parfois en refuser. Sa réputation de restauratrice ne cessait de grandir, on parlait d'elle dans des revues spécialisées, et elle était conviée à des expositions internationales. Elle filait toujours le parfait amour avec Alexandre. 5 années de relation, bâties sur le respect, la confiance, et un soutien mutuel. Ce n'était ni une passion dévorante, ni un ouragan d'émotions. C'était un port d'attache tranquille, où elle pouvait être pleinement elle-même. Ils se disputaient, bien sûr, comme tout le monde, des malentendus, des divergences d'opinion, la vie de couple classique. Parfois, Céline était agacée par sa manie de tout planifier des mois à l'avance. Parfois, Alexandre s'énervait face à sa réticence à parler de l'avenir. Mais ils avaient appris à communiquer, à régler leurs différends, et à ne jamais laisser s'accumuler les rancœurs. Ils ne s'étaient jamais mariés. Ils vivaient séparément, se fréquentaient assidûment, partaient en vacances ensemble, et célébraient leurs anniversaires. Ce fonctionnement leur convenait à tous les deux. Son père avait pris de l'âge, mais il conservait une santé de fer et un esprit vif. Ils se retrouvaient chaque semaine, autour d'un thé, pour bavarder. Jean-Pierre était incroyablement fier de sa fille. Elle avait affronté la tempête, tenu bon, et reconstruit sa vie. Quant à Laurent, Céline n'y pensait presque plus. Il lui arrivait, très rarement, de repenser à ses 11 années de mariage. Y avait-il eu des moments de bonheur? Oui, au début, avant que tout ne change, lentement et insidieusement. Avait-elle fait une erreur en l'épousant? Non, la vie avait simplement suivi son cours. Elle avait entendu dire, d'une oreille distraite, qu'il s'était remarié. Ou peut-être pas. Elle en ignorait les détails, et elle ne voulait pas les connaître. Cela lui était totalement égal. C'était vendredi soir. Céline était assise sur son balcon, une tasse de thé à la main. Octobre approchait, l'air était frais, mais l'hiver n'était pas encore là. En contrebas, dans la cour de l'immeuble, des enfants s'amusaient. Un chien aboya dans le lointain, et de la musique s'échappait par la fenêtre entr'ouverte de l'appartement voisin. Alexandre arriverait d'ici 1 heure. Ils avaient prévu de regarder un nouveau film italien, fraîchement sorti au cinéma, avant de dîner et de discuter, comme à leur habitude. Céline buvait son thé, en songeant à sa vie. 48 ans. La première moitié était derrière elle, l'autre moitié restait à écrire. Son parcours n'avait pas été un long fleuve tranquille. Le bonheur parfait n'existe pas, et la vie n'offre aucune garantie. Mais elle avait mené sa barque avec honnêteté. L'épreuve qu'elle avait traversée avec Laurent l'avait forgée, elle lui avait appris à écouter son instinct, à se protéger, et à regarder la vérité en face. Elle lui avait enseigné que le bonheur n'est pas un conte de fées, mais plutôt la capacité de se satisfaire de ce que l'on possède. Elle n'éprouvait aucun regret. Pas même pour son mariage avec Laurent, qui fut une leçon, ni pour son divorce, qui fut une libération, ni pour la tournure que sa vie avait prise par la suite. Elle était libre, elle était en accord avec elle-même, et cela lui suffisait amplement. Céline termina son thé, avec un sourire sur les lèvres. Quelque part, à l'autre bout de la ville, vivait un homme qui, jadis, avait cru pouvoir la tromper. Mais il avait perdu, et elle avait appris à vivre de manière authentique, sans aucune illusion, mais avec beaucoup de dignité. Le crépuscule s'installait derrière la vitre. Alexandre n'allait pas tarder. Ils allaient regarder ce film, parler de leurs projets pour le week-end, et peut-être débattre d'un sujet sans la moindre importance. Une soirée ordinaire, dans une vie ordinaire. Et c'était précisément dans cette banalité que résidait sa véritable richesse. Pas de drame, pas de tempête passionnelle, pas de bonheur illusoire. Simplement une vie sincère, apaisée, qui lui appartenait pleinement. Et c'était bien plus que suffisant.